Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi c'est Baptiste. J'aime bien le pseudo Camille, parce que c'est celui qu'on se donnait à Notre-Dame-des-Landes quand on devait répondre à plein de journalistes, plein de touristes, plein de gens qu'on ne connaissait pas. Tout le monde s'appelait Camille. Parce que c'est bien, c'est pour les garçons et pour les filles, et que du coup, bien au-delà de qui je suis, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est ce qui nous unit et ce qui nous désunit. Aujourd'hui, Génération Future, en fait, c'est une asso qui a été créée en 2006 par une petite bande d'étudiants en philo. Déjà à l'époque, en 2006, on réfléchissait à la convergence. Comment on était très intéressé par le monde à but non lucratif, tout ce qui est associatif, et on voyait bien qu'il y avait vraiment un monde, un univers d'écart même entre tous les gens qui font des actions pour le fric et tous les gens qui mènent des actions parce qu'ils trouvent que ça a du sens et qu'il faut le faire. Du coup, on était passionnés par la France et le monde associatif français, parce que finalement, il paraît qu'on est un des pays où il y a le plus d'assos au monde. Du coup, on a on identifiait déjà deux grands secteurs, le milieu humanitaire et le milieu social. Non, le milieu humanitaire, être humain, les droits de l'homme, etc. Et le grand monde de l'écologie. Et finalement, deux grands mondes qui sont le rapport de l'humain à l'humain, comment on interagit tous les uns avec les autres, et les rapports de l'être humain sur Terre. Qu'est-ce que, en tant qu'espèce, quoi, quel rapport on a? On a appelé l'association Génération Future avec un jeu de mots, donc génération au pluriel, futur au singulier, pour déjà à l'époque poser la question de savoir si nous on voulait s'adresser à tout le monde, toute génération confondue, pour parler du futur, parler de quel futur on veut. Et en fait, le logo, c'est le G et le F et un point d'interrogation qui relie les deux. Parce qu'on était déjà dans une interrogation sur quel futur on se prépare, quel futur on veut vraiment, quel futur se dessine aujourd'hui avec toujours plus de monde, toujours consommer plus, toujours produire plus, toujours dévaster plus, toujours massacrer plus, enfin, à un moment donné. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre à la Génération Future? Est-ce qu'il y a une expression, quelque chose qui est en rapport avec ça? À la base, ça a toujours été des rencontres et de l'information. Des rencontres et de l'information. Du bénévolat aussi, parce que et du à but non lucratif. Voilà. Ce qui nous guide, c'est vraiment la certitude qu'on a à apprendre les uns des autres, que tout nous vient de l'extérieur. À un moment donné, on a des choses à apprendre et on en aura toujours. La certitude qu'on doit apprendre à vivre autrement sur Terre. Notre rapport à la Terre doit évoluer de manière assez énorme, je pense, et notre rapport à l'autre aussi. Du coup, on était déjà animé par une envie de parler de la Terre, en fait, de se sentir terrien et pas citoyen du monde, pas français, quoi. Je pense que c'est vachement important là où on se situe, qui on est, quelle est notre identité. Ça me fait penser à une notion qui est très peu discutée, en fait, c'est l'énorme différence entre l'identité et l'identification. Il y a plein de choses aujourd'hui, plein de débats sur les crises identitaires, sur qui on est. C'est très bien. Seulement, on ne parle pas souvent de la même chose, en fait. Quand je dis qu'il y a une énorme différence entre identité et identification, l'identification, c'est le fichage, c'est le matricule. C'est où t'es né, qui sont tes parents, quel est ton état civil, quel pays, quelle frontière, tout ce que tu n'as pas choisi en fait. Tu choisis pas ton prénom, tu choisis pas ton nom, tu choisis pas le pays où tu nais, tu choisis. Et ça, les gens ils disent que c'est une identité. La vérité, c'est que c'est une identification, c'est un fichage. Quand on te demande ta carte d'identité dans la rue, on n'en a rien à foutre de ton identité. Ce que les flics ils cherchent, et ce que l'État cherche, et ce que tous les États cherchent, c'est identifier leur population, combien on est, quelle population il y a à contrôler, qui fait quoi, et en fait ce qui est associé souvent à ce qu'on appelle faussement l'identité, mais du coup l'identification, ce qu'on associe à ça, c'est un casier judiciaire, des antécédents, un compte en banque,
une propriété, un héritage. Et en fait, de la même manière qu'on met une puce à un mouton aujourd'hui ou à une vache, eh ben on nous identifie. Aujourd'hui les puces sont dans les cartes d'identité, dans les passeports, dans les permis de conduire. Sous la peau de plus en plus de citoyens volontaires aux États-Unis et dans de plus en plus de pays. On peut payer sans contact avec sa puce sous la peau pour rentrer en boîte, voilà, c'est... En fait, ce que les gens trouvent génial dans le paiement sans contact avec les téléphones, ils ne se rendent pas compte que c'est ce qu'ils auront sous la peau bientôt et qu'ils voudront en fait, parce que c'est tellement pratique. Tu peux pas oublier ton portefeuille, t'as tout à portée de main tout le temps. Et du coup, en fait, moi ce qui me paraît intéressant, c'est de poser la question de qu'est-ce que c'est vraiment notre identité? Parce que moi, si tu me demandes, par exemple, on va prendre un schéma très simple, il y a des policiers qui viennent pour X raisons me demander mon identité. Moi je leur dis, moi je peux vous donner ma carte d'identification, mon matricule, mon état civil, ce que vous recherchez en fait, mais c'est pas mon identité. Mon identité à moi, c'est d'avoir grandi dans tel endroit, d'avoir déménagé souvent, d'avoir du coup un sentiment d'être terrien et pas du tout français, d'avoir une préoccupation énorme pour tous les gens qui tendent la main dans la rue et qui crèvent tous les jours de faim. Ça c'est mon identité. Moi mon identité c'est les choix que j'ai fait dans ma vie. C'est d'avoir décidé dès que j'avais 16 ans de consacrer ma vie à faire en sorte que tout le monde ait à manger. Parce que c'est insupportable pour moi de savoir que tous les jours il y a des gens qui crèvent la dalle alors que nos poubelles débordent de bouffe. Et donc à Génération Future, vous parlez un peu de ça, de cette identité, de cette manière d'être soi et qui n'est pas forcément un numéro, un nom, quelque chose qui nous intègre dans le système d'une certaine manière. En fait, Génération Future, ce qu'il y a de chouette, c'est que c'est d'abord un réseau. C'est d'abord une bande de copains et on n'a pas de registre de membres. On ne sait même pas combien on est, quoi. On a mis 3 ans à ouvrir un compte en banque parce qu'on n'a jamais rien fait pour faire des sous et qu'à la base, ce qu'on organisait, c'était des rencontres. Comme des philosophes, comme des cafés philo, on se rencontrait pour discuter des problèmes du monde, de politique, de machin, de trucs. On a appris plein de choses grâce à toutes ces rencontres. Et en fait, une des choses qu'on a apprises de voyage en rencontre, c'est qu'une association, on n'est pas obligé de la déclarer avec un président, un secrétaire, un trésorier. On peut déclarer une association en collégiale. C'est-à-dire avoir 3 présidents, 10 présidents, 20 présidents. Parce qu'en fait, l'association loi 1901, la loi 1901, elle garantit la liberté de s'associer. Elle ne dit pas comment. La préfecture, n'importe laquelle, te suggère un mode d'organisation qui est très hiérarchique. Un président, un secrétaire, une assemblée générale par mois. Pour reproduire le système pyramidal. C'est ça. Mais en fait, parce que c'est la manière de s'organiser, j'ai envie de dire, traditionnelle. S'organiser avec des chefs. Et du coup, quand nous, on a découvert qu'on pouvait s'associer sans chef, on s'est dit, ah bah ça nous correspond beaucoup plus, on n'a pas de chef. Du coup, moi qui étais président, j'ai dit, bah alors on va faire des statuts collégiaux. On est passé à 10 coprésidents. Et du coup, à partir de là, ça a été un immense champ d'expérimentation sur comment on décide ensemble, vraiment. C'est quoi la démocratie directe? Comment on peut décider à 10 de ce qu'on fait de l'argent, de si on paye un loyer ou pas, de si on soutient tel squat ou tel collectif ou tel journal. Et en fait, on a toujours eu la présence d'esprit, je crois, de mettre la priorité sur les rencontres et l'informel et le réseau et tout ce qui se fait sans aucune structure nécessaire. Et d'avoir une association loi 1901 comme outil. Seulement, à notre mesure. C'est-à-dire un outil, on a une caisse commune, on n'a jamais eu de locaux jusqu'à il y a une semaine. Ça permet d'avoir une espèce de construction, une organisation malgré tout. Ça permet de se poser des questions. Nous, ça a toujours été un objet de réflexion, l'association. Pourquoi s'associer? C'est une super question. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est associé en tant que Français sur un territoire? Qu'est-ce qui fait que nous, à petite échelle, on s'associe pour aujourd'hui faire de la promotion des médias libres? Parce qu'aujourd'hui, le cœur de notre activité, c'est toujours la rencontre, tous les festivals où on va pour rencontrer des gens et le partage d'informations. Et alors concrètement, comment est-ce que ça se traduit, cette action-là de Génération Future avec les médias libres? Alors notre constat, ça a été qu'il y a plein de sources d'informations qui nous ont fait avancer. Que sur tout un tas de sujets, je prends un exemple très concret, la désargence, la gratuité, le boycott, la simplicité volontaire, toutes les questions liées au genre, les médias libres, la décroissance, l'esclavage salarié, le boycott, l'autogestion, les peuples racines,
la bienveillance, la permaculture, le partage, la coopération. Tous ces sujets-là, tous ces mots-là sont extrêmement puissants et vastes, parce qu'on peut tous leur mettre un point d'interrogation à la fin aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est ça qu'on organise aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui d'avoir marqué liberté, égalité, fraternité partout, ça suffit? Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter plus justement et plus honnêtement un point d'interrogation à la fin de tous ces mots-là? Parce qu'en fait, l'égalité ici, il faut la chercher quand même, il faut avoir beaucoup d'imagination pour voir de l'égalité dans comment on est traité aujourd'hui, dans nos aspirations, dans nos rêves, dans nos... Et alors ça traduit quelles actions ça? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors du coup c'est clair qu'on a une asso qui pose plein de questions. Ouais. Ça c'est clair que nous on aime bien poser des questions. Du coup on se rend compte que notre site internet c'est un peu ces mots-là et puis d'autres. Et sur chaque mot on recherche des médias et des producteurs d'informations. Que ce soit des journaux, des vidéastes, des gens qui font de la radio, des gens qui font du journalisme vraiment, ou plein d'associations qui ne se revendiquent pas du tout comme des médias libres ou des médias alternatifs, mais qui sont des gens qui sèment des graines, des innovateurs, des gens qui font de la récup, des gens qui apportent des solutions concrètes à toutes les interrogations qu'on a aujourd'hui. Moi par exemple, ça me rend dingue de chier dans l'eau potable. Et les toilettes sèches, je trouve ça génial. C'est juste que c'est pas organisé, on s'en fout, on chie tous dans l'eau. Enfin, du coup, ça c'est la question, quand est-ce qu'on va arrêter de chier dans l'eau potable? Moi, il y a un gamin, l'autre jour, il m'a dit, mais en fait, la vraie question, c'est pas tellement de nettoyer l'eau, c'est de pas la salir. Déjà, tant qu'on chiera tous dans l'eau et qu'on foutra du nucléaire dans l'eau et que forcément on se fera chier à nettoyer l'eau et on sera tous malades. C'est comme la question de comment se soigner de telle ou telle maladie et de telle ou telle mauvaise bouffe. Non, la vraie question c'est comment on reste en bonne santé tout le temps. Et qu'est-ce qui nous rend malade? Ça c'est des bonnes questions. Et là tu vas tout de suite aller chercher le poison qu'on ingurgite tous, l'air qu'on respire qui est dégueulasse. Des choses très concrètes, le fait qu'on marche tous sur du béton là, et que forcément dès qu'il pleut beaucoup ça fait des inondations parce que l'eau elle s'écoule plus. Alors, sur ce stand, au sein du festival des utopies concrètes, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Qu'est-ce que vous donnez aux gens qui viennent vous voir et qui éventuellement ont des questions? Alors on va parler très concrètement. Tous les derniers mercredis, là, il y a eu une réunion pour préparer cet événement. Le dernier, ça a été dans notre local, parce qu'on était nombreux et qu'on avait besoin de faire un grand cercle pour ne pas être tous entassés dans un bureau comme les réunions d'avant. Donc on a mis à dispo un local. Alors ce qu'il faut savoir avec nous, c'est que toujours, c'est une phrase qu'on a trouvée cet été, c'est mieux que gratuit, tout offert. Tout ce qu'on fait, c'est pour être offert. Donc on a mis à dispo un local, on a mis à dispo une sono aussi qu'on a mis pour les débats là, parce qu'elle n'avait pas. Sono. On met à disposition du matériel, donc on a une yourte qui est mise à disposition en Lozère d'un collectif, on a une remorque, une bagnole, on partage notre matériel en fait, on a du matos cinéma qui a été prêté à des collectifs. Et une de nos actions phares, c'est d'acheter ou de récupérer de la presse qui nous paraît intéressante, donc récupérer des invendus. Là sur notre table, on diffuse des journaux qui sont de 2011, voire plus tard. Dans notre expo, parce qu'on a une exposition, on a même une affiche qui est de 1906. Je crois que c'est la plus vieille. Du coup, on ressort des monuments historiques. Le texte s'appelle Le criminel, c'est les lecteurs. Et je le conseille clairement à tous. C'est un placard anti-électoral, ça veut dire ce que ça veut dire. Le titre est assez parlant. Le coup de gueule posé par Albert Libertad à cette époque est toujours d'actualité. D'où le fait qu'on l'affiche encore aujourd'hui. Donc, si tu veux, je peux te montrer parce que ce sera peut-être plus facile. On va se suivre avec les fils et tout. Parce que alors du coup, on est relié par un fil. Je vais tenir ça. Alors viens, on va se mettre devant. Tu peux y aller, pas de souci. Déjà, tu peux faire un plan sur cette espèce d'expo là qui est faite avec une corde à linge, des feuilles plastifiées où du coup on perfore 4 fois et le fil on le fait passer, vous voyez, ça bouge, ça se replie comme un accordéon et en fait on a pour l'instant fait que un côté parce que tu vois c'est blanc, mais de l'autre côté on pourrait très bien faire recto verso et du coup voilà, tu vois, ça c'est le genre de message je pense qu'il se passe de commentaires. On peut prendre Gandhi qui est juste à côté.
C'est le genre de message qu'on aime faire passer et tu peux constater qu'il y en a une belle petite collection. Et comme ça, on fait tout le tour. C'est une belle guirlande qui se répète inlassablement, qui matraque. Elle a dormi là toute la nuit. Et elle n'a pas bougé. Non, elle n'a pas bougé. J'ai même les premiers, quand on l'a installé hier, les premiers à l'avoir pris en photo, c'était des CRS. Je vais te montrer ce qu'ils ont pris en photo, parce que ça les concerne directement. Et j'étais à côté, hein. Je les ai regardés prendre en photo, c'était chouette. Ils ont pris en photo celle-là. Donc en France, les OGM poussent, les CRS tirent, tu vois, et ils ont rigolé. Et après, ils ont pris en photo celle-là. Et quand ils étaient devant celle-là, ils ont dit, c'est pas les mêmes uniformes que nous. Et après, ils ont fait mais vraiment toute la guirlande, ils ont longé jusqu'au bout. Et il y en a d'autres là-bas qui sont dédicacés au CRS et à la police. Dont une que j'aime beaucoup, c'est celle où tu as un petit bonhomme en noir et blanc qui a une matraque à la main comme ça, mais genre comme dans un dessin animé, avec marqué fraternité devant lui. Pour illustrer un peu les questions qu'on peut se poser quand on voit des gens qui donnent des coups de matraque sur leur... Ouais. La donne. C'est clair. Et donc ces affiches-là, ça fait mal au crâne. Est-ce qu'on peut les trouver quelque part? Est-ce qu'elles sont Elles sont toutes sur le site. D'ailleurs, c'est marqué là. D'accord, donc alors, on se connecte sur le site, elles sont disponibles. Ouais, le mieux c'est carrément de nous écrire. On a un dossier partagé qu'on donne le lien et du coup tu peux aller taper dedans, tu peux en rajouter. Une des chouettes actions qu'on... Bon, alors je vais te montrer les journaux. Un peu une sélection de journaux qu'on diffuse. Donc bah, déjà, le fait que ce soit mieux que gratuit, tout offert, tu vois, on peut partir du stand, les gens passent, se servent, prennent ce qu'ils ont vraiment envie de prendre, calculent pas en fonction de la thune. Du coup, ça fait que bah, tu oublies complètement d'aller regarder les prix. Tu vois, pourtant, là, il y a marqué 2 €. Là, il y a marqué prix libre sur proximité. Sur Fakir, il y a marqué 50 centimes. Sur l'âge de fer, il y a marqué 1 €. Lui, il y a marqué prix libre. Les survies, il y a marqué 2,30 €, 2 €, 2,30 €. Et des fois, on a Silence où il y a marqué 4,60 €. Passerelle l'écho où c'est 5 €. On a eu des... des BD à 10 €. Enfin, en fait, si tu te fies au prix et que tu voudrais prendre par exemple un de chaque parce que tu connais pas et que tu voudrais les découvrir, tu n'as juste pas les moyens, quoi. Et ça illustre bien le fait que, comme dans la Belle Verte, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. C'est malheureux, mais moi, ce que je constate de toutes mes années d'études, c'est que, en fait, aujourd'hui, on n'organise pas un système de droit, on organise un système de privilèges. Dire que tout s'achète. Tu veux de l'eau, tu l'achètes. Tu veux un logement, tu l'achètes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Que dalle. Et du coup, quand tu sais que tu as 3 milliards et quelques de personnes qui vivent avec 50 € par mois ou moins, ça veut dire que n'importe qui peut employer quelqu'un, acheter la vie de quelqu'un qui va bosser pour lui avec 30 € par mois. Dire que moi, avec mon RSA, avec 400 € par mois, je peux salarier 10 personnes facilement qui vont bosser pour moi toute leur life et qui vont me dire merci et qui vont être contents. Des esclaves, gratos, quasiment. Et donc quand je dis esclave, je pèse bien mes mots, hein. Je dis juste que quand tu peux acheter le temps de quelqu'un pour qu'il bosse pour toi, ça veut bien dire qu'il y en a un qui bosse pour l'autre, c'est pas l'inverse, que tu peux lui demander ce que tu veux. Du sexe, son corps ou pas son corps, son temps en tout cas et sa vie, son énergie. Le rapport de salariat, en fait les syndicats, il n'y a pas si longtemps que ça encore, ils parlaient d'esclavage salarié, parce que quand t'as rien, tu es obligé de te vendre. Qui dit te vendre, c'est se prostituer, hein, se vendre. Aujourd'hui, il y a plein de gens, je sais, ça hérisse les poils quand je leur dis que c'est des prostituées salariées, parce qu'ils se vendent à Total, ils se vendent à Bouygues, ils se vendent à Veolia, Vinci, ils se vendent à des groupes multimilliardaires et criminels, mais genre c'est des chiffres hallucinants. Moi, il y a des gens, quand ils sont choqués quand je dis qu'on pourrait largement faire le signe
nazi, le symbole nazi, à la France aujourd'hui, ou à l'Europe, ou aux États-Unis. Mais si on fait le cumul du nombre de morts du nazisme, en termes de chiffres, hein, on parle juste de chiffres, c'est des millions de morts. Il y a une guerre dont on ne parle jamais aujourd'hui au Congo pour les minerais et compagnie, 12 millions de morts déjà en quelques années. On n'en parle jamais. Si on fait le cumul de tout ce que le système actuel, quel que soit son nom, en termes de millions de morts, en termes de millions d'hectares de forêts dévastées, en termes de 80 milliards d'animaux d'élevage tués chaque année, sans compter les poissons, t'additionnes les chiffres comme ça aujourd'hui, mais les nazis c'était des enfants de cœur comparé à ce qui est fait aujourd'hui. Juste en termes de chiffres. Après on peut parler de la manière, hein. Mais en termes de chiffres... Alors pour revenir sur le site de Génération Future. Oui, en fait il faut me dire de canaliser. Pour le site de Génération Future, donc vous proposez des idées, vous proposez des affiches et vous proposez quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site en ce moment? On va dire que c'est, comme l'a dit un ami, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que c'est une sorte de portail de porte ouverte. Moi j'ai un ami, il m'a dit, de toute façon tu peux pas faire plus que ça que d'ouvrir des portes aux gens. Tu peux pas rentrer à leur place. Bah, comme exemple concret, il y a tous ces journaux. Sur les médias qu'on conseille au niveau internet, il y en a plein en fait. Moi je pense beaucoup à Reporter et Bastamag parce que c'est des journaux qu'on va voir tous les jours. Mais Technologos sur toutes les questions de technique, c'est un site génial. Les réseaux No Border sur la question des migrants et de l'information, Migre Europe, il y a des cartes qui te répertorient tous les centres de rétention qu'il y a pour arrêter les étrangers et les foutre chez eux. Frontex, la police européenne, la police aux frontières, il y a vraiment énormément de sujets sur lesquels on n'est vraiment pas du tout au courant. Moi je pense à Survie, tu vois, Survie qui est là. Cette question-là, quand on sait que moi j'entends depuis que je suis né, 15% de la population vit avec 85% des richesses. En juste un peu développé, c'est 15% de la population qui pille le monde et qui laisse 85% de la population se démerder avec les miettes. On est d'accord. Donc du coup, est-ce que c'est étonnant que nous qui accumulons tellement de choses et tellement 85% des richesses pour 15% de la population, nos poubelles débordent? C'est logique, on a beaucoup trop pour nous. Est-ce que c'est pas logique qu'il y ait plein de gens dans les pays où on fout la merde, on fait des guerres pour les piller littéralement? Est-ce que c'est pas logique que ces gens-là, à un moment donné, ils viennent essayer de manger dans nos poubelles? Parce que tout ce qu'on a vient de chez eux, quoi. Enfin, faut se replacer un peu dans une... Donc, poser des questions. Je voulais parler de Survie parce que c'est une des rares assos qui dit que pour aider l'Afrique, il faudrait commencer par arrêter de lui nuire et de foutre le bordel là-bas. Nous, en tant que Français, on a une responsabilité colossale dans la situation africaine aujourd'hui. C'est clair. Là, on parle de la Libye parce que Sarko, il a voulu aller faire le fou là-bas, mais bon, bref. Tant qu'on restera sur ça, tant que la guerre, ce sera rentable et que des gens en profiteront et feront du fric là-dessus. Un des grands points communs qu'il y a entre les guerres des nazis et les guerres d'aujourd'hui, c'est que les Américains... Voilà, on va très simplement, quelque chose qui ne nous est pas dit dans les livres d'histoire, c'est qu'il a bien fallu du pétrole aux nazis. Il a bien fallu du pétrole pour les chambres à gaz, pour les tanks, pour les chars, pour l'aviation. Qui c'est qui fournissait le pétrole aux nazis? C'est une grosse question. C'est les banques américaines, c'est les Américains, et finalement les actionnaires européens. Il y a plein de gens qui s'en sont mis plein les fouilles sur la guerre et qui continuent à s'en mettre plein les... Quand tu détruis une ville, qui c'est qui va reconstruire? Bouygues, Vinci, tous ceux qui ont les contrats. Et en fait, tant que la guerre, ce sera le business le plus rentable qui soit, et tant que les gens malades seront rentables pour les gens qui font les médicaments, on n'en sortira jamais. Et alors sur ce site-là, bon, ça fait beaucoup de dénonciations, mais alors je suppose qu'il doit y avoir aussi un peu des solutions proposées. D'où le fait qu'on fait un journal des bonnes nouvelles. Parce que oui, évidemment, on peut se noyer dans le constat qu'on est dans un monde affreux, qui fait des millions de morts tous les jours, etc. etc. Alors qu'on a un festival des utopies concrètes. Alors qu'il y a plein de choses. Moi j'aime bien parler d'émergence. L'émergence, c'est un peu comme les plantes. Tu sais, les plantes qui grandissent, elles mettent du temps à fleurir. Ouais. Quand elles sont prêtes, elles fleurissent. Et aujourd'hui, pour moi, on voit émerger et fleurir plein d'initiatives qui ne veulent plus s'inscrire dans les règles du jeu actuelles. En tout cas, il y a beaucoup de bourgeons, même si tous ne sont pas encore en fleurs. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que, très simplement, concurrence et coopération, ça ne va pas ensemble.
soit tu t'investis dans la coopération et à ce moment-là, tu vois très bien que c'est beaucoup mieux que de se faire la guerre. Et quand tu gagnes dans quelque chose, tu donnes de plus en plus de temps et de plus en plus d'énergie. Et en fait, le discours dominant aujourd'hui, on nous incite à être concurrents. Les nations concurrentes, les entreprises concurrentes, tout le monde est poussé à être en concurrence. On doit être en concurrence aujourd'hui avec des gens qui sont payés 15 € par mois. Et on s'étonne qu'on délocalise. Mais attends, c'est juste logique. C'est juste logique. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui disent « Bon, ok, moi j'en ai marre, je vais arrêter de jouer à la concurrence et tout, ça ne m'intéresse pas, je vais construire de la coopération. » On va construire quelque chose, donc des constructions. C'est ça, on ne sait pas quand tout va se casser la gueule, par contre on sait qu'aujourd'hui on peut construire des choses différentes. Et du coup, dans cet énorme champ d'action qu'on a d'apprendre à coopérer, d'apprendre quelque chose qui se retrouve de plus en plus aussi à ne plus avoir de chef, à ne plus recevoir d'ordre, à ne plus obéir et à ne pas donner d'ordre non plus. Parce que qu'en fait, quand tu veux pas obéir à des ordres, tu n'as pas envie d'en donner. En tout cas, logiquement, c'est comme ça. Voilà. Donc du coup, si tu es critique par rapport à la hiérarchie, par rapport aux armées, par rapport aux multinationales, elles ont toutes des points communs, c'est qu'il y a très peu de gens qui décident, un peu comme nos soi-disant démocraties, très peu de gens qui décident et tout le monde obéit. Ça, c'est des trucs qui doivent être du passé. À un moment donné, si on veut vraiment un jour des démocraties dignes de ce nom et l'égalité, il faut la commencer entre toi et moi, entre nous, et on se rend bien compte qu'on ne sait pas faire, quoi. Décider ensemble, faire qu'il n'y ait pas de chef. Travail à faire. Énorme et en même temps tellement passionnant. Parce que quand tu te rends compte qu'à 10, tu ne sais pas décider ensemble, tu vois bien qu'à 60 millions ou à 7 milliards, on ne sait pas faire. On en est très loin. Mais par contre, on peut largement progresser dans prendre en considération les besoins de tout le monde, dans prendre en considération l'accès aux droits vraiment de tout le monde. Et le fait que oui, à un moment donné, l'eau, ça n'a pas de prix à la base. Tu peux boire de l'eau si tu ne chies pas dedans avant. Tu peux avoir un logement si tu te le construis. La question, comme le disaient déjà il y a des siècles les chefs indiens, c'est pas l'argent qu'on mange, quoi. Quand on est venu voir des tribus en leur disant on veut vous acheter vos terres, ils disent mais nous on n'est pas propriétaire de la terre. C'est quoi votre délire de mettre des grillages, des barbelés, Non, nous on appartient à la terre et on en prend soin parce que c'est elle qui nous nourrit. Et ça, c'est des retournements qu'il y a de plus en plus dans la tête de plein de gens. Moi, je ne peux pas me sentir propriétaire de quoi que ce soit, si ce n'est de mon corps, à la limite, mais de rien d'autre. Tout le reste, faut que j'en prenne soin. Ouais. Alors vas-y, parle-moi un petit peu de fonctionnement de Génération Future. Alors le fonctionnement, comme je te disais tout à l'heure, on marche en collégial, ça veut dire qu'on n'a pas de président. Du coup, tous les membres, on parle de Benelove, parce qu'on a vraiment envie de mettre l'amour au milieu, la bienveillance, des intentions très fortes qui nous réunissent. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de registre des membres, on n'est pas du tout procédurier, on est vraiment plus une bande affinitaire, une bande de potes qui grossit en fait. Du coup, comme on n'a pas de chef, tout le monde est potentiellement peut proposer des ateliers, peut proposer des rencontres, peut proposer un apéro où on va discuter de sociocratie. Et alors, tu as des exemples à me donner de ce qui a été fait juste maintenant? Eh bien, juste avant la dernière assemblée générale de préparation du Festival des Utopies Concrètes, donc mercredi, on a fait 2 heures de rencontres et de discussions autour de la facilitation des assemblées générales. Comment on discute en groupe, comment on décide. On s'est fait une lecture en commun sur les nouveaux modes de gouvernance, un texte d'un collectif belge qui s'appelle Barricade. Du coup, on a... Voilà, ça peut être un coin lecture, enfin un atelier lecture. Là, on a proposé ici, on a un livre qui est en train d'être écrit en commun. On a commencé un livre aujourd'hui où il y a des personnes qui ont écrit le début de l'histoire. Et en fait, toutes les personnes qui veulent peuvent écrire la suite en lisant la première partie pour avoir à la fin de la journée un texte commun où il y aura 15, 20, 50 personnes qui auront écrit une partie de l'histoire pour symboliser le fait qu'on écrit l'histoire ensemble et que c'est pas toi ou moi qui écrivons l'histoire, c'est nous. Du coup, après, moi personnellement, je suis capable d'animer pas mal des stages clown, en clown activisme. De plus en plus, on va l'officialiser. On est un peu des touches à tout. Du coup, tous les ateliers sont bienvenus. Moi, je serais très intéressé pour apprendre plus sur les plantes comestibles en ville, par exemple. C'est ouvert à tous. À tout le monde. Tout le monde. D'une part parce qu'on est d'abord un réseau et que du coup, tu peux demander à être inscrit au réseau local parce qu'on a
On est en train de faire un réseau local Île-de-France, mais comme on a des contacts dans toute la France et dans d'autres pays, dès que nous on a mis en place un mode de fonctionnement c'est en train d'être créé en fait. Dès que nous on est 25 aujourd'hui à Paris, on a des centaines de personnes qui suivent ce qu'on fait, on va trouver quelques règles de base qui nous permettent d'être en confiance tous, parce que c'est un ingrédient super important, la confiance. Et la transmission d'informations. Vu que nous, ce qui nous importe, c'est de s'informer, nous, déjà entre nous, on s'informe. Donc très concrètement, c'est des échanges de lecture, c'est des soirées vidéo avec des discussions, c'est des échanges de courts-métrages. Sur notre site internet, on a une rubrique documents à télécharger avec les plus beaux textes qu'on a trouvés à partager entre nous et à partager avec les autres. On a un onglet vidéo avec normalement bientôt le 4e singe dans la rubrique, mais on répertorie toujours pareil des acteurs qui nous paraissent intéressants. Et là, on vient de découvrir une vidéothèque avec tous les films en téléchargement libre pour pouvoir les diffuser. Donc voilà, on est vraiment une sorte de coopérative, de partage d'informations utiles tout de suite et partout. Donc après, tout ce qu'on propose, ça peut être traduit dans toutes les langues, c'est libre de droit, on est propriétaire de rien, on partage. Je pense qu'à partir de là, tout est possible. Il y a juste les chefs qui ont du souci à se faire avec nous en fait. Parce que là on lâchera rien quoi. On veut pas d'ordre et on en a marre des ordres et liberté, égalité, on aimerait bien qu'on soit on les fasse des murs, soit on le fait quoi. Merci beaucoup.